Léonard de Vinci dit que la peinture est une poésie qui se voit plutôt qu'elle ne se sent. Et la poésie est une peinture qui se sent plutôt qu'elle ne se voit. C'est avec cette belle citation que nous démarrons justement ce numéro de votre émission Pinceau d'or. Et pour ce faire, je peux vous assurer que celui que nous recevons aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve face à ces œuvres, on ne peut que les sentir. Nous recevons aujourd'hui une figure emblématique de l'histoire des arts visuels au Mali. Et quand je le dis, à qui pensez-vous? Eh bien, il s'agit d'Abdoulaye Konaté, notre tonton national, oui, quand il s'agit des arts visuels. C'est l'un des peintres, en tout cas, qui a marqué son temps et qui continue d'inspirer les plus jeunes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, votre émission qui met en lumière nos artistes plasticiens. Bonjour, monsieur Konaté. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, merci. Alors déjà, pour commencer, nous, on vous connaît, mais nos téléspectateurs, peut-être pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on vous découvre davantage? Je suis Abdoulaye Konaté, artiste malien. Je vis et je travaille au Mali, précisément à Bamako. Mon atelier réside. On a un monument devant nous et sa présentation ne peut pas se limiter là. Est-ce que tonton peut nous parler un peu de ses débuts, côté formation et déjà même comment vous vous êtes retrouvé dans ce milieu? Bon, ça c'est souvent beaucoup de littérature. Hein. Non, jeune comme tous les autres artistes, hein, on a la passion de dessiner, de reproduire des images, de lire, de regarder beaucoup d'images. Et j'ai eu la chance d'être voisin à un peintre autodidacte, je dirais. Et ça m'a facilité l'accès à la couleur, l'accès au pinceau, l'accès au matériel. Et après ça, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de dessin qui m'ont donné beaucoup de conseils et des professeurs d'histoire de l'art, d'anatomie, de biologie, de géographie qui me donnaient les cartes à reproduire pour les autres en classe. Donc pendant que les gens sont à la maison, moi j'étais obligé de revenir les week-ends pour reprendre sur le tableau noir les cartes de géographie, les cartes d'histoire, les croquis de bio, et ainsi de suite. Donc tu prends petit à petit goût à ça. Et après je faisais aussi des dessins de tapis pour les tisserands. Indépendamment de ça, quand on avait des programmes de cinéma, on partait les reproduire petit à petit. Et de là, quand j'ai passé au DEF, j'ai demandé à venir à l'Institut national des arts, où j'ai fait 4 ans. Et après ça, on est parti au musée national. Du musée, on a eu une bourse pour étudier, poursuivre nos études à Cuba dans le domaine des arts plastiques. Voilà, c'est comme ça qu'on est venu petit à petit à améliorer notre connaissance au niveau de la peinture. D'accord. Alors, vous faites bien de le dire, la peinture. Vous ne faites pas que la peinture, justement, vous faites de la sculpture, du graphisme et aussi de l'installation. Ça fait quand même beaucoup de disciplines réunies pour une seule personne. Alors, comment vous faites justement pour vous intéresser à ces autres disciplines-là, si ça a commencé par la peinture? Bon, en réalité, la sculpture, très peu, hein, très peu de sculptures, peut-être pas plus de 2 ou 3 sculptures en réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail de textile que je fais, beaucoup d'historiens de l'art ou de critiques d'art ou de commissaires parlent de sculpture textile. En dehors de ça, j'ai vraiment fait très peu de sculptures avec du matériel comme, je dirais, le granit ou
ou le métal. Mais concernant le graphisme, ça c'est une pratique que je faisais dans le domaine de la publicité. Ah, d'accord. J'ai fait peut-être une trentaine d'années de publicité et ça me permettait d'équilibrer un peu les fins de mois. Je faisais mes tableaux, je travaillais à l'administration au Musée national et en même temps je faisais beaucoup de publicité pour des grosses sociétés maliennes. Pour ne pas faire de publicité à ces sociétés, je garde les noms. Non, ça ne fait rien. Alors, la tapisserie aussi, des dessins pour les tisserands, vous retrouvez aussi à pratiquer ou bien c'est toujours... Non, maintenant je travaille beaucoup plus pour mes tableaux, essentiellement. Et l'autre côté, avec des amis artistes du continent, nous essayons d'aider les jeunes artistes. Donc nous travaillons au niveau du Fonds africain pour la culture. Et ça c'est vraiment un apport de tous les autres artistes africains qui partagent notre idée pour que la jeune génération ait moins de souffrances que nous on a vécu. En tout cas, déjà à ce niveau, nous-mêmes l'année passée, on a pu bénéficier de ce fonds-là, justement pour nous permettre de continuer la production de cette émission. Donc nous vous disons merci au passage pour l'initiative. Merci à tous les autres artistes. Oui, à vous et à tous les autres artistes, puisque vous faites partie des fondateurs de l'ACF. Donc l'occasion était toute trouvée pour le faire. Les thématiques sur lesquelles vous travaillez, et déjà vos toiles, quand on les voit, c'est, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de petits formats, mais c'est les grands formats, au point que l'on se demande, est-ce qu'il y a certains salons qui pourraient contenir? Permettez-moi, avant d'arriver aux dimensions des toiles, de remercier, de profiter de vos micros pour remercier tous les artistes qui font des donations pour aider les autres, que ce soit des artistes ou des opérateurs culturels comme vous. Et tout le secteur de production artistique, nous demandons que ce soit aux musiciens, aux dramaturges, aux photographes, tous de pouvoir contribuer pour aider les autres. Et ceci dit, parlant de format, quand je travaille, je ne pense pas à l'espace où doit être accrochée l'œuvre. Je pense beaucoup plus à donner le maximum d'expression que je sens et je ne me préoccupe plus de la dimension. Parce que j'ai vu de par le passé des grandes œuvres de grande taille, mais c'est vrai que ce n'est pas chez tout le monde qu'on peut trouver ces espaces-là, mais il y en a quand même de par le monde, des espaces disponibles. Quelle que soit ta taille de travail, on peut trouver quelque chose. Donc je ne me préoccupe pas du tout des dimensions. Et si j'ai la possibilité d'augmenter, parce qu'il y a certaines idées que tu veux exprimer et tu les vois en réalité dans l'espace et tu as envie de réaliser. Voilà, c'est surtout ça. Et bien, votre démarche artistique alors, on en parle? Dans quel sens? Je ne sais pas quelle démarche, vous parlez de quoi? De votre technique à vous, parce que c'est assez propre à vous, même s'il y a d'autres artistes chez qui on voit souvent des nuances, mais en tout cas, ça reste votre signature. Dès qu'on voit vos toiles, on sait que ça, c'est du Abdoulaye Konaté. Avec quoi vous travaillez? Je sais, vous utilisez beaucoup les textiles, le bazin ou autre chose, mais la façon de faire, parce que c'est beaucoup de travail quand on regarde vos œuvres. Non, comme vous l'avez souligné, on a étudié la peinture académique à l'école.
Et donc, dans ça, tu étudies l'anatomie, tu étudies toutes formes de techniques, hein, en réalité, les techniques de faïence, les techniques d'impression, de gravure. Mais après ça, quand tu étudies l'histoire de l'art, tu vois que certains artistes arrivent à avoir une signature. Des fois, je ne dirais pas que c'est recherché. C'est dans le processus de travail, de production, que tu arrives à remarquer des choses qui te sont arrivées, peut-être d'une manière inconsciente, mais que tu trouves la solution, les moyens de t'exprimer, de t'adresser au public dans ces codes-là. En me basant sur la tradition malienne, notamment la tenue des chasseurs, la tenue des musiciens Koroduga, des musiciens Senofo, c'est fait non seulement avec du textile, mais il y a d'autres objets qui sont greffés, qui se sont greffés à ce support vestimentaire. Et en regardant aussi uniquement par exemple la tenue des chasseurs, l'effet que la tenue des chasseurs a sur la population. Quand tu vois un chasseur habillé en tenue de chasse et en tenue, dans la deuxième version, en tenue normale que nous portons, tu ne conçois pas la même personne avec le même degré d'énergie. Ce qui veut dire qu'avec sa tenue, c'est un autre message, c'est une autre communication. Et je me suis dit, mais ils sont arrivés à faire cette tenue comment? Parce que quand tu regardes la tenue, c'est tout le passé, toute l'information que tu as sur cette société des chasseurs qui te revient et qui est un savoir, d'abord, je dirais, un savoir médicinal, de maîtrise des plantes, de maîtrise tout court de la médecine traditionnelle. Et après ça, leur musique, la chasse, la philosophie qu'ils ont par rapport à la chasse, par rapport à la faune, et tout le savoir, je ne dirais pas occulte, mais ce savoir de confiance que la population a par rapport aux chasseurs, c'est tout ça qui te revient en une minute et tu vois que leur tenue est chargée de gris-gris, de kori, de tafo. Tout ça, ça donne une énergie qui fait passer un message entre toi et le chasseur en tenue. Ces cultures qui ont pu résister ont encore une réalité profonde de la maîtrise humaine, de l'âme, du savoir-faire, mais aussi de la protection tout court de l'homme. Pourquoi on va courir derrière les autres pendant qu'on a quelque chose qui est aussi important, quelque chose qui nous a permis de vivre ensemble, de nous calmer, d'être moins violents qu'aujourd'hui. Alors je me suis dit, pour moi ça peut être utilisé comme j'ai appris la peinture, parce qu'on trouve toutes sortes de couleurs qu'on veut, où on peut les créer avec les teinturières. Voilà un peu ma démarche artistique, en résumé, en me basant sur la tradition et l'actualité aujourd'hui. Vous faites partie des pionniers dans ce domaine au Mali. Comment vous voyez l'évolution des arts visuels, que ce soit au Mali ou même en Afrique de façon générale? Bon, je ne dirais pas que je fais partie des pionniers. On a bénéficié de notre temps avec plus de moyens d'expression, beaucoup plus de médias comme vous, qui de par le monde ont pu ventiler nos travaux. Mais il y a eu des gens comme Ismaël Diabaté, comme Somé, comme Dolo,
Lamine Sidibé, des gens qui n'ont pas coïncidé, qui n'ont pas évolué au même moment que les médias aujourd'hui. Tout à fait. Même s'ils ont bénéficié, c'est un peu moins qu'aujourd'hui. Hein. Donc nous ne faisons que continuer notre démarche. Je dirais chaque artiste, chaque production est placée dans un temps donné, donc avec plus de chance ou moins de chance, quoi. Lors de la 14e édition de la Biennale de Dakar, vous avez été vraiment célébré vivant. Parce qu'il arrive que de nos jours, enfin, dans le monde même, que les gens soient célébrés plus après leur disparition que de leur vivant. Et vous avez été célébré vivant, chose qui était en tout cas très appréciée de par tous les visiteurs pratiquement, ou même les organisateurs, les acteurs culturels, la presse à Dakar, dans le cadre de la 14e édition de la Biennale de Dakar. Comment vous avez vécu cette célébration? Non, ça fait toujours plaisir de voir que des commissaires d'expo, des biennales comme celle de Dakar, s'intéressent à faire dans leur programme un espace des gens qui ont fait des années de production. C'est vrai qu'ils avaient fait ça à un autre artiste africain d'origine du Nigeria qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Et c'est toujours une chance pour nous d'être montrés de manière un peu plus générale pour que les gens comprennent un peu le volume de ton travail, mais qu'ils comprennent aussi comme les questions que vous avez posées, les démarches. Et ça ne peut se faire que quand tu as suffisamment d'espace, de possibilités de t'exprimer. Et ça fait vraiment plaisir que le public puisse comprendre un peu plus ta démarche. Et Dakar nous a offert ce plateau-là. On ne peut que les remercier. Et nous aussi, nous allons vous remercier pour ce temps accordé, justement pour en savoir un peu plus sur vous et sur votre art. Merci beaucoup, tonton. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci à vous et je vous souhaite encore beaucoup plus de chance. Merci. Et l'effort que vous faites d'une manière aussi passionnée et pour faire connaître notre art, notre culture, nous vous souhaitons vraiment bonne chance. Merci. Et que les partenaires puissent vous apporter beaucoup plus d'appui pour que ce secteur-là puisse se développer. C'est une chaîne, c'est une chaîne. Merci. D'accord. Chers Merci téléspectateurs, nous sommes donc en fin d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Pinceau d'or.